pas si c'est une bonne idée ou pas de filmer là parce qu'il n'y a pas de source de lumière. Mais d'un autre côté, je vous avoue que, je sais pas, j'aime bien le côté un petit peu cosy, mais si j'ouvre derrière, ça va faire genre... Ça fait un truc un peu stylé. J'aime un peu bien. Bon, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour faire un bilan lecture de mon été, qui n'est pas très concluant, hein. Cet été n'était pas le meilleur parce que j'ai pas énormément lu. Enfin, je suis d'accord que c'est déjà beaucoup de lire ça en 2 mois et voilà, mais je veux dire que j'ai l'habitude de lire un peu plus en été parce que justement je ne fais rien d'autre à part lire, mais j'étais dans une panne de lecture de mort, genre littéralement. Donc du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, même pas 10. Je peux même pas dire mes 10 lectures de cet été, genre bref. Du coup, je vais vous parler de mes petites lectures et puis c'est parti. Je dois tourner cette vidéo depuis genre des décennies et je fais que repousser le truc parce que je me trouve horrible. Du coup, je me dis que c'est pas plus mal d'être en contre-lumière, tu vois, tu vois un peu moins mes boutons, mais c'est ok. Alors, le premier livre dont je vais vous parler, je vous mets la couverture juste ici parce que je l'ai prêté à une amie parce que justement il était trop bien, et c'est le livre qui m'a sorti de ma panne de lecture qui s'appelle The Maidens de Alex Michaelides, qui a écrit The Silent Passion. C'est un thriller très Dark Academia, donc ça peut être une très bonne recommandation pour là l'automne qui arrive, le Pumpkin Autumn Challenge. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une palle Pumpkin Autumn Challenge ou pas. Parce que j'en ai fait une, mais je sais pas si je vais mettre dire honnêtement. Mais j'en ai fait une, voilà. Parce que cette année, les thèmes m'ont énormément intriguée. Mais bref, donc c'est l'histoire en fait. On suit une psychothérapeute de groupe qui a son propre tumulte, son propre passé et qui est grecque. Et qui a un lien un peu étriqué avec la déesse de la mort et sa fille. Et donc elle a sa nièce qui est au campus, donc ça se passe en Angleterre, et il y a des meurtres. Au début il y a une fille qui est morte, et en fait cette fille donc était la meilleure amie et la colocataire de sa nièce, je crois qu'elle s'appelait Zoé, je suis pas sûre, mais je crois qu'elle s'appelait Zoé. Je vous ai dit j'ai plus le livre en ma possession. Et du coup la psychothérapeute, oh j'ai oublié comment elle s'appelle, Maria ou Mariana, un truc comme ça, j'ai grave oublié le nom, va sur le campus pour soutenir un petit peu moralement sa nièce. Sauf que il va avoir un professeur qui va grave l'intriguer, avec là en mode il est un peu bizarre et tout, mais en même temps c'est un peu ce professeur genre que tout le monde aime, mais qui est à la fois genre hyper imbu de lui-même, et en fait c'est vraiment le prof universitaire qui fait les conférences par excellence. Et elle se rend compte qu'il y a un truc bizarre entre sa nièce et ce professeur. Sa nièce a l'air genre d'être apeurée de lui, et du coup elle décide de rester un petit peu, et il va y avoir d'autres meurtres, et il faut sachez aussi que du coup le mari de Mariana, je sais même plus si elle s'appelle Mariana mais on va l'appeler Mariana, est décédé il y a 1 an, et ce mari était très proche de sa petite nièce aussi, genre c'était comme si c'était leur fille adoptive parce que les parents de sa nièce sont décédés. Et du coup elle a un peu ce truc de mon mari il serait resté là avec elle, donc pour mon mari genre je me dois de rester là avec elle et tout. Elle aussi, du coup Mariana passe une période assez difficile d'ailleurs, parce que bon, même si ça fait 1 an, elle essaie tant bien que mal de faire son deuil. Elle a un patient complètement fou qui va la suivre. Enfin, elle a plein de tumultes, mais elle va être là aux côtés de sa nièce, et il va avoir une genre de révélation d'une société secrète. En fait, toutes ces filles qui sont assassinées font partie de cette société secrète, mais pas si secrète. Il les appelle un peu les favorites de ce professeur-là, dont tout le monde acclame moult et moult choses. Donc, qui s'appelle les Maidens, en rapport avec la mythologie grecque. Et du coup, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est déjà que ce livre, je l'ai littéralement dévoré en une journée. Alors, certes, je lis beaucoup, mais j'ai réussi à beaucoup lire parce que j'avais énormément de temps. Mais je suis quelqu'un qui lit très, 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 très doucement. Du coup, pour vous dire que genre, je l'ai fini en une journée, ça veut dire que je ne l'ai pas posé une seule fois. Vraiment, j'ai dévoré le livre. Et au départ, ça commençait à aller vers un truc et je me suis dit, mais c'est impossible que ce soit ça, genre, c'est trop easy. Et jusqu'au dernier moment, je me dis, mais me dis pas que ça va être ça. Et là je tourne la page, retournement de situation, et vraiment c'est hyper, enfin je ressens beaucoup de trucs pendant les lectures et tout, mais c'est hyper rare que physiquement tu sais je me lève et je suis là en mode quoi,
et que vraiment genre tu sais que j'extériorise ce que je ressens et là vraiment c'était ça et c'était trop trop bien et du coup j'ai hâte de lire The Silent Patient qui est dans ma palle que j'avais reçue à Noël. Mais ça pour vous dire que c'est un thriller. Alors mon explication va être un peu farfelue, un peu dans tous les sens, mais c'est un thriller vraiment genre je lis beaucoup de thrillers et comme je vous ai dit j'avais une idée, genre j'avais l'impression que ça allait là et je pense que c'est fait exprès que ce livre nous pousse à aller vers cette théorie pour qu'au final on soit là en mode quoi. Donc vraiment je vous jure si vous êtes un peu dans une passe, vous savez vous aimez beaucoup les thrillers et vous avez l'impression que tous les thrillers se ressemblent, que vous voyez le tueur à la page 2 vous savez déjà qui c'est, vraiment testez ce livre là déjà parce que vraiment le retournement de situation, la plume est trop cool, y a plein de réflexions parce que je pense qu'Alex Michaelides est psychologue ou psychothérapeute, psychiatre, je sais pas, mais je pense qu'il est dans ces domaines-là parce que ces 2 livres sont sur ce domaine-là et il y a, enfin ça prend une place importante dans l'histoire et c'est trop bien écrit. Le rapport avec la mythologie grecque est trop bien fait. Le bond dans le passé, après au bout d'un moment on a des extraits de lettres. En fait tout est bien fait au bon moment, tout est bien écrit, l'histoire va vite, mais pas trop vite, mais assez vite pour que nous on ait envie de tourner les pages. Non, franchement ce livre est extrêmement bien, je lui ai mis 5 étoiles et je vous recommande. C'est une lecture assez rapide en vrai, dans le sens où bah franchement ça se lit vite. Parce que ok la plume est très belle mais elle est pas non plus très compliquée donc déjà si vous voulez lire en anglais c'est pas mal et même si vous avez l'habitude de lire en anglais vous savez des fois entre 2 grosses lectures on a envie d'un livre un peu plus pas forcément cosy parce qu'il y a des meurtres mais je veux dire un peu plus vous savez qui demande moins d'attention entre guillemets et franchement je le recommande de ouf pour tout type de personnes entre guillemets vraiment je l'ai tellement aimé que je suis capable de le recommander pour un aspect du livre à chaque personne différente tu sais mais il était vraiment très très bien et je l'ai adoré. Et du coup, bah, je vous le conseille. Voilà. Et ensuite, j'étais un petit peu dans mon mood mythologie grecque. Et j'ai enchaîné avec Circé de Madeleine Miller. Je pense qu'on ne présente plus. Et j'ai adoré. Donc ces 2 livres sont dans un vlog lecture. J'ai adoré. Et honnêtement, je m'attendais pas à autant aimer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plume de Madeleine Miller, c'est un peu pareil avec le chant, c'est même tout pareil avec le chant d'Achille. C'est vraiment pour les gens qui aiment trop la mythologie grecque, dans le sens où c'est littéralement le récit de la vie de Circé, dans le sens où genre, Circé, elle a pas vraiment existé. Désolée les hellénistes, mais genre vous voyez ce que je veux dire, c'est une figure mythologique, donc il y a pas genre, c'est pas un roman historique, c'est de la fiction historique à la rigueur. Mais c'est-à-dire que c'est très lent, est très observateur et ça décrit beaucoup et c'est très atmosphérique, c'est-à-dire que il n'y a pas forcément d'action et c'est même le chant d'Achille je trouve qu'il n'y a pas forcément d'action même si bien évidemment il y a des batailles et tout mais c'est vraiment plus dans la psychologie du personnage, dans l'atmosphère du personnage et dans les enjeux du personnage. Là pour parler de Circé c'est vraiment cet affranchissement de elle avec elle-même. C'est-à-dire qu'elle-même se voyait comme la fille d'eux, comme la sœur d'eux, se voyait dans l'ombre d'eux, derrière quelqu'un ou quelque chose, mais jamais en tant qu'elle-même. Et du coup, elle va se faire exiler pour je crois que c'est dit dans le... Oui, c'est dit derrière, mais en gros, elle va se faire exiler parce qu'elle a aidé Prométhée, machin, machin, et elle a transformé quelqu'un, machin, machin et tout. Enfin bref, plein de petits trucs, elle va se faire exiler et c'est la fille la moins préférée de Hélios si vous voulez. Et du coup elle va se retrouver seule avec elle-même et au départ elle est un peu en mode bah ok super, je suis un peu dans la merde, je suis un petit peu tombée en dépression. Et au final elle commence un petit peu à s'affranchir. Il y a tout ce truc entre l'humain et les dieux dans le sens où elle décrit un peu les dieux comme des êtres humains, mais qui ont une genre de vanité en plus, machin, et que les êtres humains, eux, essaient de survivre alors que les dieux s'amusent. Genre, en gros, la vie des dieux, c'est de l'amusement, la vie des humains, c'est une survie. Et il y a tout ce côté un peu mortel-immortel, le sens de la vie, le fait de se retrouver seul à soi-même, alors que on ne se connaît pas soi, le rapport un petit peu de la femme aussi dans la société, et surtout dans la société patriarcale grecque et de la mythologie grecque en général. Ensuite, il y a tout ce qui est histoire d'amour qui était très très beau. Il y a tellement de thèmes abordés et comme j'ai dit dans mon vlog, je trouve que c'est un roman pour la femme, enfin par la femme pour la femme, qui met à l'honneur la femme et c'est pas du tout dans un discours genre
misandre ou en mode fuck les hommes machin, mais c'est vrai que même si aujourd'hui dans le monde de l'écriture, le monde du livre, les femmes sont en domination, sont en force, je trouve que rares sont les livres qui exploitent aussi bien la femme et toute sa complexité et toute la complicité de notre situation dans cette société. Et je sais pas, franchement je vous jure, je l'ai adoré et je pourrais le relire. J'avais adoré le Chant d'Achille, non moins là l'idée de dire qu'il était pas bien machin, j'ai adoré également le Chant d'Achille et j'ai vraiment aimé cette... En fait c'était un peu comme une pause, cette lecture c'était vraiment un moment où je ralentissais et je me disais ok, je vais prendre la main de Circé et elle va me raconter son histoire, et j'ai adoré parce que vraiment il y avait toute l'ambiance avec le truc avec Athéna machin, enfin bref, j'ai vraiment adoré. Et vraiment, genre, j'en ai pleuré, j'ai pleuré pour ce livre, j'ai rigolé, j'étais pareil, c'est un livre qui m'a fait vraiment genre physiquement avoir des réactions. Et je trouve ce livre incroyablement beau et la plume incroyablement belle, et je ne peux que le recommander si vous aimez la mythologie, parce qu'on en parle énormément, enfin on est vraiment dans le domaine des dieux. Si vous aimez les gars, on voit notre petite Ulysse, qui est peut-être pas forcément le meilleur, et vous voyez en fait il y a ce truc de tous ces mythes, l'Iliade, d'ailleurs qui sont là, l'Iliade, l'Odyssée, tout ce que vous voulez, qui sont des récits épiques de héros, qui sont de très beaux récits eux-mêmes, mais qui sont écrits par un homme, de la vision d'un homme et d'une société patriarcale. Et là on a tout ce côté-là, cette même histoire, mais écrite par une femme, du point de vue d'une femme qui est Circé, et du coup un point de vue féminin. Enfin, je trouvais ça incroyablement beau, avec le truc de sisterhood à travers toutes les femmes qu'elle rencontre et tout. Enfin, ce livre, vraiment, si vous voulez lire un truc féministe, mais qui soit pas genre en colère, mais féministe, qui vraiment accompagne la femme et embellit la femme, je vous recommande ce livre. Et encore une fois, je sais que ça peut être lourd souvent les discours comme ça, genre ouais c'est un livre féministe machin et tout, c'est pas du tout dans une optique de misandre, absolument pas. Même si je suis féministe, je ne suis pas pour l'éradication des hommes sur cette planète Terre, hein, quoique, non je rigole, mais bref, vous avez compris, c'est vraiment juste, je sais pas, c'était vraiment un souffle, ce livre, il était vraiment genre léger comme poignant à la fois, et vraiment quand je l'ai fini, j'ai soufflé, j'étais en mode, ok, c'était une très bonne lecture, et j'ai trop hâte de le recommander. Donc voilà, si vous avez envie d'un truc vraiment très beau, dans tous les aspects subjectifs et objectifs que peuvent constituer la beauté, ce livre est très bien. Ensuite, j'avais enchaîné avec un petit vlog lecture sur Paulo Coelho. Du coup, j'ai relu L'Alchimiste, que j'avais lu sous conseil d'une prof au lycée. Et donc je l'ai relu, et je me souviens avoir bien aimé ce livre, mais que j'étais un peu en mode ok, j'ai bien aimé, soit, passons. Et en fait, j'ai eu ce même déclic, ce même ressenti de ok, c'était cool, mais bon, voilà. Mais différemment, dans le sens où, donc, lui, c'est quoi? C'est la quête personnelle, je crois. Je sais plus, par exemple, Herman Hesse, c'est j'ai oublié dans Siddhartha. C'est genre son moi véritable. Et là, je trouve que c'est la quête personnelle. Enfin, c'est du coup, il faut qu'il trouve son trésor, mais je sais plus si c'est la quête personnelle ou je sais plus c'est quoi. Mais vous, ceux qui l'ont lu, je pense que vous comprenez. Et du coup, on va suivre Santiago, un berger qui va vouloir trouver un trésor. Il va faire plusieurs rêves des pyramides avec un enfant. Je crois que c'est un enfant qui lui montre un truc ou qui je sais plus quoi. Il va avoir une médium, et après il y a un mec, un vieux monsieur, qui lui dit écoute, c'est ta quête personnelle, tu vas chercher ton trésor, d'accord, tu restes pas avec tes moutons, tu vas vivre ta vie s'il te plaît. Et du coup il est espagnol et il va prendre le bateau pour aller en Afrique du Nord, pour aller voir les pyramides, tout ça. Et du coup, il n'y va pas direct, il va passer beaucoup d'années dans un magasin de verrerie, si je peux dire ça comme ça, genre qui vend du verre, du cristal, des bocaux, des verres, des machins. Après, il y a quoi d'autre? Ah oui, après, il va dans le désert, du coup, et il est bloqué dans... J'ai l'impression que Non, si, c'est ça, il est bloqué dans le désert avec l'anglais, là, je crois. Il va trouver l'alchimiste, il va lui dire ok, il faut que t'ailles là, machin. Mais je crois que j'ai l'impression que je confonds avec un autre livre, mais non, je crois que c'est ça, hein. Chef de la caravane, non, si, c'est ça. Faut qu'il appelle le vent ou je sais pas quoi qui s'envole dans le vent. Franchement, je sais plus. Mais alors,
Du coup, c'est un roman plus philosophique et ils le disent très bien, c'est du coup genre savoir déchiffrer les signes du destin et il explique très bien dans le livre, c'est que souvent si tu es voué à faire quelque chose, on va te faciliter le chemin vers cette chose, mais pour autant, il y aura toujours des obstacles, il faut pas prendre ces obstacles comme un signe d'arrêter. Et du coup, c'est vraiment genre lire le destin et lire sa propre personne parce que en soi, si t'es focus sur un truc et que tu veux un truc, tu même si t'as des signes pour ou contre, si tu veux un truc, théoriquement, tu vas au-delà de ces signes et tu vas vers ce truc, tu vois. Tu vas vers ta quête, ta quête personnelle. Mais je crois que c'est quête personnelle, je crois, pour y trouver sa vérité. Quête spirituelle. Je sais plus ce qu'il dit, mais je crois que c'est la quête personnelle. Et donc je trouvais ça très beau. Mais c'est quand même légèrement niais dans le sens où j'adore ces romans-là. Donc j'en ai fait une vidéo dessus. C'est des romans que j'appelle des romans de vie. Des romans en fait qui sont écrits par l'auteur, qui sont genre figés. Là tu vois, il est écrit, il bougera pas. Mais qui sont différents pour chaque lecteur et qui du coup c'est des romans en fait qui n'ont pas de fin en soi, même s'il y a une fin en soi qui est mi-ouverte, mi-fermée dans le sens où on se doute de ce qui se passe, mais ce doute peut changer de personne en personne selon la vision et tout, et du coup c'est un livre qui amène plus des questionnements au lecteur et qui vit au-delà de sa lecture, qui vit vraiment sur le ressenti du lecteur, ce que le lecteur a retenu. Par exemple, moi je l'avais pas noté à l'époque, mais je suis persuadée que ce que j'ai annoté, ce que j'ai trouvé niais, ou ce que j'ai un peu plus été d'accord avec, était peut-être pas forcément les mêmes choses qu'à l'époque, enfin à l'époque c'était il y a 3-4 ans, mais non, 2-3 ans plutôt, 3-4 ans, je vais pas me vieillir. Mais c'est des romans que je trouve très beaux et franchement ils vaut le détour. C'est pas THE livre. Après, je vous dis souvent, il faut absolument que vous le lisez. C'est pas dans une approche genre ok c'est un classique, c'est à lire, c'est un... Non, pas du tout. Mais je trouve qu'il est important d'être lu dans l'histoire de l'écriture, l'histoire de la littérature entre guillemets. Et si vous voulez vous plonger dans des romans un peu philosophiques, donc c'est pas des romans philosophiques dans le sens... comme Aristote où c'est de la philosophie pure et dure, mais c'est un roman avec une histoire fictive qui amène à une réflexion philosophique, qui ramène à l'idéologie, à la philosophie du philosophe, de l'écrivain. Et je trouve que c'est un beau roman d'introduction à ce genre de livre et que ça peut amener à la lecture et après vers du Hermann Hesse. Je vois très bien ça en plusieurs étapes, genre du Paulo Coelho, du Hermann Hesse, du Camus Kafka parce que les deux c'est l'absurde. Et après, tout ce qui est Nietzsche, Hegel et Descartes, tout ça. Et après, tout ce qui est Aristote, Socrate, machin, là. Bon, après, c'est que personnel, hein, cet empire, cette pyramide, hein, c'est très personnel. Mais bref, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Je l'ai trouvé cool. Après, c'est pas ma lecture de l'année, mais j'étais contente de l'avoir relu et d'avoir fait ce vlog. Donc, ah oui, je vous ai pas dit... sur C, j'ai mis 5 étoiles, hein, bien évidemment. Ça, j'ai mis 3,54, mais je trouve que, enfin... Les romans comme ça, j'arrive pas à les noter parce que ce qui résonne avec moi ne résonne pas avec d'autres. Et du coup, peut-être là, tout ce que je suis en train de vous dire, vous adorez grave le topo et vous avez grave envie de le lire. Ou alors vous êtes pas du tout emballé, vous êtes là en mode bof. Donc du coup, les romans comme ça, j'arrive pas trop à les noter. Du coup, j'ai mis 3,5, 4, voilà, je sais pas trop. Ensuite, j'ai lu Véronica décide de mourir, toujours de Paulo Coelho. Et par contre, celui-là, je l'ai particulièrement apprécié. Toujours dans cette idée de quête personnelle et de comprendre la vie et de se comprendre soi. C'est très différent dans le terme par contre de l'histoire. Donc on suit Véronica qui veut se suicider mais qui n'y arrive pas, genre qui se fait un peu sauver la vie entre guillemets. Et elle va finir du coup dans un asile, donc c'est dans les années 1997. 21-1997, donc c'est pas les années 2000, enfin c'est pas genre notre ère contemporaine. Enfin si, c'est pas très loin de 97, mais vous comprenez, genre il y a eu une très grande marche, surtout en termes de psychologie et psychiatrie, de 97 à 2025. Hein. Voilà, mais bref, vous comprenez. Et c'est dans un pays d'Europe de l'Est, j'ai grave oublié le nom. Et en plus, ça commence par « Comment ça, tu connais pas mon pays ?» Bref. Et j'aime bien parce qu'il était un peu humoristique, franchement j'ai bien aimé. Et du coup, elle se retrouve dans cet asile et elle est en mode « je suis pas folle, je voulais juste me suicider, pourquoi je suis dans un asile ?» Et du coup, elle va découvrir et connaître un petit peu tous ces habitants de l'asile et va se soulever cette question de... Finalement, qu'est-ce que la folie dans notre société à nous ?
Parce que du coup, on a tout normé dans notre société est normée. Il y a des normes à respecter pour rentrer dans certaines catégories, mais au final, ces normes, elles ont été créées par les humains, par notre société, par quelqu'un, tu vois. C'est pas genre inné en nous, genre au Moyen-Âge, ils avaient pas les mêmes normes qu'aujourd'hui et machin. Et du coup, bah en fait, dans ce hôpital psychiatrique, c'est que des outcasts, des affranchis, des comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot que je voulais dire. Ça, quand je vous dis que je cherche toujours mes mots. Des marginaux, voilà. C'est des marginaux, mais en fait, un groupe de marginaux entre eux, pour eux, ils sont normaux. Il y a cette figure qui a été donnée de... En gros, il y avait un peuple qui a bu d'une source et qui sont tous devenus fous, sauf le roi. Et le roi, il était en mode, ok, je vais mettre des choses en place pour qu'ils arrêtent leur folie. Et tout le monde était en mode, mais c'est le roi qui est devenu fou, parce que tout le monde le voyait fou, alors que lui était resté normal. Et du coup, il avait pas envie d'être destitué de ses fonctions, donc il a bu de cette eau et il est devenu fou, et ils étaient tous fous ensemble, et du coup ils étaient tous contents, parce que pour eux, personne n'était fou. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais du coup, ça joue sur ce jeu-là, ce jeu de l'importance de la vie, parce que du coup, quand elle va se réveiller, le médecin va lui dire « Ton cœur est ultra abîmé, il te reste genre max une semaine à vivre. » Et du coup, elle va être là en mode « What the fuck ?» Moi je voulais me suicider, mais d'un coup ça fait bizarre de se dire il me reste une semaine à vivre. Et du coup elle est tiraillée entre bah d'un côté je m'en fous, je vais mourir, et d'un autre côté peut-être que je peux essayer de vivre quelque chose avant cette semaine. Et du coup sa vision sur la vie va changer. Enfin en fait il y a vraiment encore beaucoup de choses qui sont très bien. Et franchement celui-là je l'ai vraiment préféré à l'Alchimiste et je lui ai mis 5 étoiles aussi. Pareil je l'ai dévoré, bon c'est des petits livres hein, donc ça je les lis en une journée mais c'est pas genre un exploit. Mais pour vous dire que vraiment c'était un très 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 bon livre, pareil que je l'ai lu en une journée sans pause, que j'ai adoré. Et lui je le recommande vraiment. On n'en parle pas beaucoup de celui-là, on parle beaucoup de l'Alchimiste de Paulo Coelho, mais on parle pas beaucoup de Véronica décide de mourir. Il y a des scènes assez graphiques enfin graphiques. Non, en fait non, pas forcément. Mais je veux dire que... Mais je veux dire que le registre reste un peu différent de l'Alchimiste qui... Pour moi, l'Alchimiste, c'est une histoire un peu innocente, entre guillemets, et ça, c'est une histoire un peu plus ancrée dans la vérité de notre société et toute la perversion, justement, de notre société. Du coup, c'est pas la même histoire, pas forcément le même public, et c'est peut-être pour ça que j'ai plus préféré celui-là que Paulo Coelho, mais lui, je vous le recommande de ouf. Et ensuite, on en vient à la 5e montagne. Alors, je l'ai pas fini, comme je vous ai dit dans le vlog, je l'ai mis en pause, je l'ai pas fini. Je le considère pas comme DNF, donc comme genre abandonné. Mais je l'ai toujours pas repris depuis, mais je voulais quand même vous en parler dans ce bilan lecture, puisque je sais pas quand je vais le reprendre. Il s'agit de La 5e montagne de Paulo Coelho, et qui est beaucoup plus centré sur la religion. Alors déjà, la religion est un thème très 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 exploité dans ces deux livres, mais ça ne tourne pas seulement autour de la religion. Par exemple, on a l'Alchimiste avec Santiago qui est très religieux et qui rencontre des personnes très religieuses, et Véronica qui est entourée de personnes religieuses mais qui elle ne se sent pas forcément plus religieuse que ça. Et là, dans la 5e montagne, c'est une réécriture de passages de la Bible. Donc on parle de tout ce qui est prophète, et en fait il y a... Je sais, après encore une fois, je pense que c'est seulement mon interprétation et c'est pour ça que ça me saoule, c'est que personnellement je ne sais pas des choses qui m'intéressent, dans le sens où je respecte énormément et que tout le monde, genre pour moi je suis trop contente d'avoir la liberté de culte en France, dans le sens où tout le monde doit avoir cette liberté de culte, donc d'avoir son propre culte et d'être respecté et d'avoir cette liberté, genre je sais pas comment expliquer. Mais je suis aussi contente que on n'a pas une religion imposée et qu'on a cette liberté de non-culte entre guillemets, toujours dans le respect. Dans tous les cas, la liberté de quelqu'un s'arrête là où elle entrave la liberté de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire, tant que ça reste... Enfin genre... Bref, je suis contente d'avoir ce pêle-mêle en France dans le respect. Même si on peut le voir que ce respect n'est pas appliqué, mais vous comprenez mon idée. Et du coup, bon, la religion c'est bien, historiquement. Genre, je trouve ça trop intéressant de voir les... livre sacré comme un témoignage historique. Genre je trouve ça trop intéressant parce que c'est vraiment un témoignage de toute une société historique quoi. Et bref, et du coup genre j'étais là en mode les prophètes et tout, et genre en fait ce que j'arrive pas, c'est que je pense que c'est parce que je ne suis pas religieuse, c'est que plein de trucs ne vont pas et il est en mode ok mais je fais ça pour mon Dieu parce que mon Dieu m'a donné telle mission et machin et trucs. Et c'est tout
humble à lui. Mais du coup, je suis là en mode... Monsieur, vis pour toi, pas pour ton dieu, tu vois. Et genre, du coup, bon, ça m'a... Mais d'un autre côté, j'ai envie de le finir pour voir si c'est vraiment ça ou pas, là où ça va. Là où le livre va, et si c'est ce que Paulo Coelho veut transmettre. Donc, je suis intriguée par ça, mais d'un autre côté, j'en avais marre de lire sur ça, donc je l'ai mis en pause, et je le reprendrai. Franchement, j'ai envie de le reprendre parce que je suis intriguée de voir, du coup, le fin mot de l'histoire. De voir, en fait, pourquoi Coelho a écrit ça, tu vois. Qu'est-ce que je dis, pourquoi Paulo Coelho, pardon, a écrit ça. Mais, personnellement, j'étais là en mode... Donc bon, je le note pas, mais je voulais quand même vous en parler, parce que pareil, on en entend pas trop parler de ça dans les revues lecture, machin. Donc je voulais vous donner quand même un avis, si vous hésitiez, ou si, bref, vous voulez vous plonger dans le Paulo Coelho. Ensuite, on va passer encore sur du thriller. C'était très thriller. Je me suis retapé la trilogie, enfin retapé, non. J'ai relu le tome 1 de A Good Girl's Guide to Murder, qui est meurtre, mode d'emploi en français. Je l'ai relu, j'ai adoré. Et j'aime encore plus en ayant fini la trilogie. Genre, je trouve que Holly Jackson est incroyable. Donc c'est un thriller young adulte. Et donc dans ce premier tome, ça me fait penser un petit peu à Pretty Little Liars, ce premier tome. Donc on a Pip, qui est notre protagoniste, qui pour son projet de lycée va rouvrir un genre de cold case qui était soi-disant fini. Genre en gros, une fille a disparu, on a même pas retrouvé son corps. Bref, une fille a disparu, c'était son petit ami qui a été accusé, sauf qu'il s'est suicidé. Et pour elle, il y a un truc qui va pas. Donc elle va repartir dans cette enquête avec l'aide du frère de ce petit ami. Ils vont devenir très proches d'ailleurs, Ravi, mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Et mon bébé d'amour, je l'aime trop, Ravi. Je l'aime trop, vraiment, mon bébé d'amour. Bref. Et du coup, il va avoir tout ça. Il y a plein de retournements de situation. Il y a un petit peu comme dans Petit Little Liars, quelqu'un qui lui envoie des mots, des lettres, des mails en mode arrête tes recherches, machin, je sais tout, blablabla. J'ai adoré, et j'ai surtout adoré la fin parce que du coup on a genre comment c'est écrit, quand elle interviewe des gens, on a l'interview genre retranscrite, et franchement j'aimais trop, et les retournements de situation, l'histoire en elle-même était super bien. Dans ce tome 2, on retrouve toujours Pip avec toujours Ravi. En gros elle va être en poursuite judiciaire, en procès contre quelqu'un de ce livre là. Je peux pas trop vous dire parce que c'est pas que ça va vous spoil, mais je sais pas, moi j'étais un peu, enfin j'étais pas surprise, mais bref, moi j'aurais aimé ne pas savoir, donc je préfère pas vous dire, mais elle va se retrouver en procès contre quelqu'un du tome 1, et en même temps, alors attendez parce que j'ai le tome 3 en tête, j'ai oublié le tome 2. Ah oui, et en même temps, le frère d'un de ses potes a disparu, et personne veut s'en occuper. Même pas la police, il est en mode ouais il est grand, il a déjà fait des fugues, machin. Sauf que elle a tellement souffert de la première histoire qu'elle s'est dit c'est bon, je retourne plus dans ça. Sauf que vu qu'elle a vu que personne ne s'en occupait, elle s'est dit bon je vais les aider. Et entre temps elle a fait un podcast qui s'appelle A Good Girl's Guide to Murder. Et ce que j'ai trop aimé avec celui-là, c'est qu'il y a encore plus de mix média. C'est-à-dire qu'il y a toujours le récit, toujours les comment ça s'appelle, je vais arriver à parler, les interviews retranscrites, mais il y a aussi des petites photos, des petits plans. Là c'est le plan du coup d'une maison. Attendez, il y a une photo un petit peu au début, je pense que c'est l'une des seules qui va pas vous spoil. Vous avez par exemple là le plan de la ville sur Google Maps qui sert à quelque chose plus tard. Enfin bref, franchement j'ai beaucoup aimé, pareil ça se lit hyper vite. Et j'ai toujours autant aimé l'enquête. Parce que c'est du young adulte, mais l'enquête est super cool quand même. Et là, 3e saison de A Good Girl's Guide to Murder, elle a un stalker. Et vraiment, elle est vraiment pas bien mentalement parce qu'elle vient d'enchaîner 2 gros trucs. Elle a vu des gens littéralement mourir devant elle. Les gens la détestent encore plus, mais ils l'aiment tout autant. Et du coup elle a l'impression qu'elle perd la tête, et du coup elle est vraiment en mode est-ce que je me fais stalker, est-ce que c'est moi le stalker, est-ce que juste c'est un mec qui veut me faire chier, un troll. Et la police veut toujours pas la croire. Ravi il est en mode mais si c'est sûr que t'as un stalker, il faut qu'on l'arrête et tout, t'inquiète je suis derrière toi machin. Il y a tout ce truc derrière, et pareil il y a encore du mix média. Du coup elle part sur sa recherche. Voilà, il y a encore du mix média. Franchement c'est trop bien, et Ravi mon bébé d'amour. Et si vous voulez une série de thrillers, alors c'est... Bon, sur le premier, elle est au lycée, et après, elle va
elle va à l'université. Mais franchement, si vous cherchez un truc, genre un thriller, dans le sens où, je sais pas, genre un thriller vraiment dans tous ses aspects, franchement, et même si c'est du young adulte, enlevez-vous cette idée parce que c'est vraiment trop bien. Genre, j'hésite à les prendre en français pour ma mère, puisque je pense qu'elle pourrait vraiment kiffer. Mais voilà, d'ailleurs, je pense que je vais les envoyer à Estelle en français aussi. Mais ils les ont toujours pas sortis en poche, hein. Ils sont chers les grands formats, mais bref. Mais franchement, je vous recommande. Mais de toute façon, je pense que ça, c'est vu et revu sur le BookTok. Mais ça, franchement, je vous jure que BookTok recommandation, mais c'est vraiment une recommandation qui vaut le détour. Pour de vrai. Et enfin, mon premier, Stephen King. L'Institut de Stephen King. Alors, on me l'a vendu. Ah oui, du coup, j'ai mis 5 étoiles à tous les tomes, hein, bien évidemment, pour A Good Girl's Guide to Murder. L'Institut, on me l'a vendu à l'époque comme genre un genre de Stranger Things. Et c'est vrai que la vibe, donc là c'est plus contemporain, c'est plus dans notre ère à nous, mais c'est vrai que la vibe c'est extrêmement Stranger Things, dans le sens où on suit Luke et Liz. D'ailleurs j'ai vu qu'ils en ont fait une série sur HBO ou Prime, je sais pas, mais c'est sur la plateforme Prime, mais vous savez il y a plusieurs compartiments. Je crois que c'est HBO, je sais plus, bref. Et en fait on a des enfants qui ont des facultés qui sont télékinésistes ou télépathes, ou rare est le cas où ils sont les deux. Et du coup dans cet institut on fait des tests sur eux, plus ou moins plaisants, beaucoup moins plaisants que plus plaisants. Et ils vont tomber sur le petit Luke Ellis qui est à la base télékinésiste, donc qui fait bouger les objets, tout ça. Sauf que le mec est surdoué. Et il va un petit peu les faire chier, dans beaucoup de manières. Et du coup, ouais. Donc franchement, l'histoire, l'intrigue est trop bien et l'histoire était trop bien. Et du coup, j'ai découvert Stephen King avec cette plume, oui, étonnant, une fan de thriller qui n'a jamais lu Stephen King. Mais je pense avoir déjà lu du Stephen King parce que le livre Ça saigne avec le chat. J'ai souvenir de moi qui le lis en terme au collège. Mais j'ai aucune idée de l'histoire, je me souviens plus de rien, mais j'ai souvenir de moi qui le lisais. Ou alors je me crée des propres souvenirs, je sais pas. Mais j'ai souvenir de moi qui le lit. Bref. Mais du coup, par rapport à la plume, personnellement j'adore. Il est extrêmement fort pour tout ce qui est atmosphère. C'est-à-dire que oui, c'est long. Oui, il y a des passages qui sont pas forcément utiles à l'intrigue, mais qui sont extrêmement utiles à l'expérience de lecture. Genre, il est trop fort pour... Oui, il y a des... Et franchement, c'est vrai qu'il y a des interactions entre des personnages qui durent des pages. J'étais là en mode, mais ça sert à rien. Mais ça renforce le caractère ignoble de ce personnage, ou ça renforce l'amitié de tel et tel personnage. Enfin, c'est des trucs que... C'est vrai que ça ne sert à rien à l'intrigue, mais que ça sert de ouf en apport au personnage et en apport à l'espace et l'image et surtout l'imaginaire du lecteur. Et j'ai adoré. Et j'ai déjà commandé plein de... Enfin non, j'en ai commandé deux, plein, je sais pas de quoi je vais me calmer. Mais j'en ai commandé deux là d'histoires qui m'intriguent de ouf. De Stephen King à lire sur Vinted, donc j'attends qu'ils arrivent. Mais franchement, du coup j'ai découvert Stephen King avec l'Institut. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de vous dire. Mais je suis pas mécontente parce que j'ai adoré l'écriture et j'ai adoré l'histoire. Donc voilà, c'est pas vraiment de l'horreur, c'est du psychologique, c'est du thriller psychologique. C'est pas de l'horreur, mais c'est super cool. C'est super cool et je pense que Stephen King n'a plus rien à prouver à personne, hein, on va pas se mentir. Mais moi qui n'avais jamais lu Stephen King, j'ai adoré. Et donc voilà, pour ce petit bilan, la luminosité a grave descendu parce qu'on est en septembre et du coup bah maintenant ça y est c'est l'automne et le soir arrive vite. Donc voilà, j'essaie de cacher un petit peu la lampe parce que en vrai si je l'éteins, ça fait trop sombre. Mais si je laisse full allumé, ça fait trop d'un coup, donc j'essaie un petit peu de le cacher. Voilà. J'espère que ce bilan lecture vous a plu. Il n'y a pas énormément de livres, mais c'est pas plus mal. Parce que au moins je m'en souviens. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres, surtout quand je les ai pas forcément aimés, que mon cerveau il les zappe d'un coup. Donc c'est pas plus mal que je fasse des bilans lecture assez serrés. Même s'il n'y a pas beaucoup de livres, au moins vous êtes sûr d'avoir un bon retour et d'avoir un truc... bien parce que je l'ai encore en tête. Donc voilà, dites-moi si vous avez des recommandations de livres de Stephen King parce que je vous jure j'ai kiffé. Alors moi du coup j'ai pris Cimetière et Salem. Cimetière je connais l'histoire parce que j'avais vu le film. Salem je sais plus du tout l'histoire. J'avais lu le résumé du coup avant de le commander. Il y a Carrie qui me donne trop envie. En plus il est tout petit, je crois que c'est son premier. Il y a Carrie que je veux trop lire. Mais voilà, si vous avez des recommandations de livres de Stephen King parce qu'il en a un pêle-mêle.
N'hésitez pas à me dire vos préférés. Si vous avez des recommandations de livres par rapport à mes lectures ou ce que vous pensez que je vais aimer. Et si vous avez des retours sur ces livres, si vous les avez lus, si on a un avis qui diverge, surtout sur Paulo Coelho. Et si vous avez lu genre La Cinquième Montagne, n'hésitez pas à me motiver un petit peu si vous l'avez lu, à me dire ce que vous en pensez. Mais voilà, encore une fois, l'espace commentaire est à vous pour dire tout et n'importe quoi, même si c'est pour me dire salut, ça va, aujourd'hui j'ai mangé des pâtes. Dites-moi si vous avez mangé des pâtes aujourd'hui ou pas. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!